Vous êtes dirigeante ou dirigeant de TPE ? Vous êtes intéressé par les enjeux et les défis des très petites entreprises ? Vous souhaitez qu'on parle plus et mieux de ce que vous vivez au quotidien ? Sortez de l'anonymat. Alors aujourd'hui, nous avons une invitée dans notre podcast. En fait, nous allons interviewer une jeune entrepreneuse multirécidiviste. Elle va nous expliquer ça. Et dans le domaine de l'innovation, Annick Lebihan. Vous écoutez les podcasts Ma vie de patron, la chaîne des dirigeants de petites entreprises. Vous avez un projet de start-up innovante ? Je vous aide à définir le meilleur business plan et la meilleure stratégie marketing. Contactez-moi sur maviedepatron.fr. C'est ce qui est intéressant dans les podcasts ou les vies d'entrepreneurs, c'est un peu leur parcours et puis ce qu'ils ont fait pour arriver et pourquoi ils sont devenus entrepreneurs. Et puis c'est toujours éclairant et puis toujours inspirant, on va dire ça comme ça. Donc bonjour Annick. Oui, bonjour Guy. Nous nous sommes croisés lors d'une soirée, hein, puis tu m'as un petit peu parlé de ton parcours. Et puis du coup j'aimerais en savoir un petit peu plus. Est-ce que tu pourrais te présenter puis décrire un peu en quelques mots ce parcours et ce qui t'a amené vers la création d'entreprise, en tout cas pour ta première entreprise Tout à fait. Moi, j'ai un parcours, en fait, j'ai un bac+5, j'ai un parcours plutôt ingénieur j'ai travaillé très longtemps dans la banque en tant que chargée de projet, donc responsable projet. Mon métier, c'est faire du projet, c'est gérer du projet. Et j'avais quand même quelques frustrations sur la lenteur de délivrer des projets dans l'entreprise dans laquelle j'étais. Donc, j'ai lancé mon projet à côté. C'est comme ça que je suis devenue entrepreneur. Ok. Et comment s'appelait cette entreprise au départ ? Alors, la première entreprise s'appelait Azamgo. Et on a développé, on était 4 associés, on a développé alors c'est une boule lumineuse, un objet connecté qu'on met dans la piscine et qui change de couleur suivant la qualité de l'eau de la piscine. Voilà, et il y avait une application mobile, enfin il y a toujours, parce que l'objet existe toujours, une application mobile qui donnait les informations de l'eau de la piscine et qui disait rajouter du chlore, rajouter du pH+, etc., etc. Ok. Et donc l'entreprise était basée en Bretagne ? À Brest, oui. À Brest, ok. Et donc pourquoi ça s'est arrêté quels ont été les changements voilà. Alors on a démarré à la période où c'était vraiment l'âge d'or des startups, c'est-à-dire que c'était plutôt facile de lever des fonds, on va dire. La difficulté, c'est que les objets connectés, c'est de l'industrie et on brûle beaucoup de cash. Au démarrage, en fait, il y a beaucoup de R&D et on brûle beaucoup de cash. Donc, on a bien utilisé ce cash pour développer notre objet connecté. On avait une ligne de prod, on fabriquait, là-dessus, il n'y avait pas de souci. Mais au moment d'aller sur le marché, on s'est retrouvé sans argent. Et c'est là où, en fait, on a eu des difficultés de trésorerie. Donc voilà, on s'est rendu à l'évidence. Il y a un moment, en fait, il y a la phase de fabrication et de production, mais la phase de commercialisation, on l'avait sous-estimée. Donc on a cédé l'entreprise à une entreprise marseillaise qui aujourd'hui développe le produit. Ok, donc du coup, pour toi, c'est le manque de fonds sur la phase de commercialisation qui a fait que vous avez eu des difficultés. Oui, et on était une équipe d'ingénieurs principalement, donc on a vraiment sous-estimé la phase de commercialisation. On s'est dit, une fois on était plutôt product first que business first. On s'est dit, ok, quand on va avoir fini notre projet, notre produit, il suffira d'appuyer sur le bouton rouge et tout le monde va arriver et l'acheter. Et ça s'est avéré faux. Voilà, donc... Okay. Du coup, c'est donc une des difficultés des startups, ces phases de commercialisation après le développement. Et qu'est-ce qui t'a motivé, toi ou les autres, du coup, à créer ton entreprise ? Alors, celle-là ou celle qui existe ? La première, et puis là, toi, tu vas me parler de la deuxième. Alors, la première, c'était effectivement de mener un projet de A à Z et de le voir sortir sur le marché et de prouver, en fait, c'est-à-dire prouver la valeur du projet qu'on avait. Parce qu'on se rend compte qu'en fait, un projet a une valeur que quand quelqu'un sort sa carte bleue. C'est-à-dire que les gens ont beau vous dire « Oh, c'est beau, c'est chouette, oui, j'achèterai, oh là là, j'adore ». Tant qu'ils n'ont pas sorti leur carte bleue, le projet n'a pas de valeur. Et on trouvait intéressant d'aller se confronter au monde de l'argent, de la vraie valeur d'un projet, en fait.
Et puis, c'était de faire par nous-mêmes, de sortir quelque chose par nous-mêmes. Voilà. Et donc, tu penses que tu as appris beaucoup de Énormément. cette expérience? Énormément. Okay. Énormément, beaucoup sur la parole des gens, ce que je disais. Donc les gens qui vont te dire, ah oui, j'achèterai quand ce sera sur le marché, c'est super, c'est génial. Et qui, en fin de compte, les gens sont gentils en général. Donc ils ne disent pas des choses... ils ne veulent pas froisser. Et j'ai appris aussi beaucoup sur la confiance justement qu'on peut avoir en ses fournisseurs, en ses prestataires, la difficulté de se confronter au non ou à la critique du client, des mauvaises critiques. Je trouve que c'est un accélérateur plutôt que d'être dans un bureau, dans une grande entreprise où on est vraiment cocooné et préservé. Ok, donc une bonne expérience finalement. Super. Tu as créé une nouvelle entreprise? Oui. Et c'est quoi son activité du coup? Alors là, j'ai décidé d'enlever toute la partie production, hardware, qui était vraiment une partie qui est hyper chronophage et hyper brûleuse de cash en fait. Donc toute cette partie-là, je voulais plus vraiment en entendre parler parce que c'est beaucoup de temps, beaucoup de normes, c'est très compliqué, ça coûte beaucoup d'argent de fabriquer. Je suis partie sur un projet pur digital. Et aujourd'hui, donc, moi, je travaille avec le CHU et le Centre du sommeil de Brest, en fait, et on a développé une solution qui permet de réduire l'impact du décalage horaire sur le voyageur. Donc, c'est basé sur une discipline médicale qui s'appelle la chronobiologie. C'est une discipline qui est relativement récente, en fait, et qui explique que notre rythme biologique, qu'on appelle notre cycle circadien, en fait, il se resynchronise grâce à des synchronisateurs naturels tels que l'exposition à la lumière, l'alimentation, etc. Et que si on les utilise au bon moment, on peut récupérer du jet lag jusqu'à 4 fois plus rapidement que de manière spontanée. Et tu as des clients? Alors, oui, on a pas mal de clients. Donc aujourd'hui, on est à plus de 10 000 utilisateurs dans le monde entier. Pas mal. On était en B2C essentiellement en B2C jusqu'à la fin de l'année 2024. Mais l'expérience, l'usage nous prouve que le B2C, c'est pas la manière la plus rentable pour nous d'arriver jusqu'à nos clients. C'est pas le modèle, quoi. Non, c'est pas le modèle. Donc aujourd'hui, on part sur du B2B2C. Ok, d'accord. Donc vous avez d'autres structures qui vont commercialiser votre application. Ok. Qu'est-ce que tu aimes faire, du coup, des questions un peu plus personnelles, qui concernent plus le podcast, justement, des dirigeantes, des dirigeants d'entreprise. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu aimes faire ou vivre dans une vie de dirigeante? C'est quoi ton kiff? Mon kiff. Alors moi, ce que j'adore, c'est d'abord rencontrer des gens. J'ai été dans pas mal d'incubateurs. J'essaye de faire un incubateur par an, puisque en général, on a incubé une année. Donc, il y a toujours plein de gens avec plein d'énergie, plein de projets. Moi, je trouve que c'est vraiment enrichissant. Et surtout, ce que j'adore, moi, dans l'entrepreneuriat, c'est que du jour au lendemain, notre vie, elle peut changer. C'est-à-dire qu'en fait, il suffit d'un coup de fil pour qu'on parte sur une autre opportunité ou qu'on se dise « ça, c'est peut-être un autre marché qui peut être intéressant. » Et en fait, il n'y a pas de train-train quotidien, quoi. C'est pas plan-plan. C'est sûr. Ok. Et du coup, tu as réussi à concilier ta vie professionnelle, ta vie privée en tant que dirigeante? Est-ce que ça a été difficile ou est-ce que c'est... Alors, dans la première entreprise, c'était très difficile parce qu'on avait beaucoup de travail, justement, parce que c'était un produit hardware. Là, donc, c'est beaucoup moins compliqué puisque une fois que l'appli, elle est développée, il n'y a plus que de la commercialisation derrière et de la communication, du marketing. Oui, franchement, là, j'ai pas de problème aujourd'hui. Mais peut-être que demain, si j'ai beaucoup de clients en B2B, je pense que ça demande plus de travail que le B2C, en tout cas pour l'application. J'espère que j'aurai plus de travail. Mais... oui, on te souhaite que ça se développe. Et du coup, qu'est-ce qui, dans la vie de chef d'entreprise, de dirigeante, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer pour faciliter la vie des dirigeantes, des dirigeants d'entreprise? Alors, moi, je vais être honnête, si j'avais quelque chose aujourd'hui à changer, mais pas forcément peut-être dans la vie des entrepreneurs, mais je militerais bien pour un statut de salarié entrepreneur ou d'entrepreneur salarié. C'est-à-dire qu'en fait, je trouve qu'aujourd'hui, c'est très compliqué de monter sa société, sa structure. On va dire que l'ère des startups, c'est un petit peu terminé. Maintenant, les entreprises, elles ont un petit peu de mal à faire des partenariats avec les startups, parce qu'il y en a beaucoup qui sont
quand même qui ont mis la clé sous la porte. Je trouve que la communication est compliquée pour une entreprise parce que les réseaux de communication aujourd'hui sont saturés. Donc en fait, pour arriver, en tout cas quand on est une entreprise innovante, arriver à en vivre, ça prend du temps. Donc je pense que commencer quand on est salarié dans une entreprise, comme je l'ai fait moi, ça permet de mettre en place son projet. De manière sereine et pas en se disant j'ai démissionné, j'ai 2 ans de chômage, j'ai que 2 ans pour monter ma boîte ou je cherche des subventions et si j'ai pas de subventions. Mais tout le monde n'a pas l'opportunité de pouvoir avoir une structure porteuse en fait. Tout à fait. Mais c'est pour ça que moi je milite pour ce nouveau statut disant que si je sais pas, peut-être que si ça fait 10 ans qu'on est dans une entreprise, une grosse boîte, on peut peut-être négocier quelque chose. Ouais, un peu une sorte d'essaimage, on va dire. Voilà, ça comme ça. Et du coup, tu parles d'innovation parce que tu es beaucoup dans l'innovation, en tout cas les 2 structures que tu as évoquées. Et donc comment est-ce qu'on pourrait faciliter aussi l'innovation en France, parce que on parle beaucoup d'innovation. En plus, actuellement, là, on essaie d'attirer des chercheurs américains en France, parce qu'ils ont moins d'opportunités, on va dire ça, de l'autre côté de l'Atlantique. Mais qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça fonctionne ? Faut qu'on arrive à... le fameux statut de portage, finalement, salarial, je sais pas comment on peut appeler ça. Oui. Mais ça pourrait être une solution, mais d'autres, est-ce qu'il y aurait d'autres pistes pour l'innovation, pour promouvoir alors, ce que je trouve important, en tout cas pour moi, c'est d'asseoir la légitimité de l'innovation grâce à un laboratoire peut-être scientifique ou à un laboratoire qui va prouver les effets ou l'efficacité du produit. Parce que être entrepreneur, c'est un mindset particulier. Et moi, je suis pas médecin du sommeil, par exemple, mais j'ai la capacité de créer une application et de l'amener sur le marché. Donc, moi, je me suis associée avec le CHU de Brest. Et là, je suis en train de nouer un partenariat avec l'INSEP. L'INSEP, c'est l'Institut national des sports, de l'excellence et de la performance. La performance, je trouve que ces binômes-là peuvent vraiment fonctionner, parce qu'un laboratoire de recherche ou des scientifiques, ils sont purs preuves scientifiques. Et je pense que l'innovation pourrait avancer vite comme ça. Il n'existe pas des structures qui font ça déjà, oui. Qui associent en fait les 2. Mais c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Voilà. Donc il faudrait peut-être améliorer ces dispositifs-là, parce que je pense au SAT par exemple, au Waste Valorisation, qui favorise un peu l'émergence en tout cas de projets comme ça. En tout cas, voilà. Donc, mais voilà. Écoute, merci Annick, puis on arrive au terme de cet échange. Je te remercie d'avoir bien voulu te prêter à cet exercice. Voilà. Et puis je te souhaite bonne chance et bon courage dans la poursuite de tes activités. Merci Guy. Vous avez un projet de start-up innovante ? Je vous aide à définir le meilleur business plan et la meilleure stratégie marketing. Contactez-moi sur mavietpatron.fr. Les TPE représentent 1 million de dirigeants d'entreprise. Il était temps qu'on parle de ces femmes et de ces hommes qui produisent une partie non négligeable des richesses de ce pays. Je vous dis donc à bientôt pour d'autres podcasts sur les TPE.